Il ne dort jamais. Jour et nuit, le centre hospitalier universitaire de Cocody vit au rythme des urgences. Ces blessés sont arrivés à la suite d'un accident de la circulation. À ce type de patients s'ajoutent régulièrement certains en détresse respiratoire ou victimes de malaise. C'est une AVC hémorragique, donc à ce stade-là, il faut forcément reposer le cerveau. Chaque année, l'établissement enregistre en moyenne 57 000 admissions. Et rien qu'aux urgences, ce sont entre 8 000 et 12 000 patients qui sont reçus. Pendant une semaine, dans le mois d'octobre 2025, nous avons suivi ces professionnels de l'urgence au cœur de leur quotidien, sous tension. 24 heures sur 24, ils répondent présents. Ici, chaque minute compte et chaque geste peut sauver une vie. Ce matin, l'équipe du professeur Oro est en alerte. Un accident de la circulation a eu lieu sur l'autoroute du Nord à 1h30 d'Abidjan. On attend près de 27 blessés sur l'autoroute PK65. Ils ne sont pas encore arrivés. 27 blessés. Tano, déplacez les malades là, mettez l'avant. Bon, on fait la mise en place pour libérer de la place. De toute façon, on va recevoir 27 blessés. On ne sait pas qui est grave, machin, tout ça. Donc, on va regrouper les anciens malades, faire au moins 5 à 6 lits, parce qu'en règle générale, on a maximum 10 blessés graves dans un accident de ce type-là. De ce que j'ai entendu, on a peut-être 5 à 6 blessés graves qui ont besoin d'hospitalisation. Le chef de service coordonne, ajuste, anticipe. S'il vous plaît. C'est un Zianois là. Hein? Ok. Ah bro, tu t'en occupes. Ok. Les lieux changent vite de visage à l'arrivée des premiers patients. La salle d'attente et la salle de soins se transforment en véritable zone de crise où tout s'accélère. Le docteur Tia, l'interne de garde, reçoit le premier cas. C'est un traumatisme crânien qu'il a eu. Donc on est en train de voir si son pronostic vital est engagé ou pas. Voilà. Les soins sont déjà en cours comme vous le voyez. La prise en charge est immédiate. Fais attention, moi je ne prends pas comme ça. Il faut aller vite. Ok, c'est bon. C'est bon. Monsieur, bonjour. C'est quel nom? Ici, le temps d'attente entre l'arrivée et la prise en charge du patient ne doit pas excéder 15 minutes. Est-ce que les échanges que vous avez avec lui permettent aussi de regarder à l'éveil? Non, les échanges c'est pour voir son état de conscience. Pour voir si c'est un traumatisme crânien qui est grave, qui est léger ou même qui est on appelle ça modéré. Donc du moment où il échange avec nous et qu'il nous dit qu'il n'y a pas eu de perte de connaissance au cours du traumatisme, on considère que c'est un traumatisme crânien qui est léger. L'homme de 35 ans présente des blessures à la tête et au bras. Vous avez maintenant appui ici. Tu t'es inscrit là, tu mets son nom dessus avec toi. On est ici sur Face à l'urgence, le sang-froid est indispensable. Une exigence qu'apprennent aussi les étudiants, comme Adoram. C'est plus au pied du malade qu'on apprend plus. Si à l'école, ils vont nous donner tout ce qui est théorie, voilà. Mais plus tu es au pied du malade, plus tu comprends que tu peux facilement l'aider dans beaucoup de choses. On appréhendait, est-ce qu'on avait peur? Il n'y a pas d'angoisse aussi bien? Non, pas d'angoisse, pas de peur. Plus tu as peur, plus tu peux rien faire pour le passer. À l'entrée, les blessés continuent d'arriver avec les sapeurs-pompiers.
Parmi ces blessés, les blessés très graves, notamment trois jeunes personnes, qui ont des amputations de membres. Voilà, donc pour ces cas-là, c'est les extrêmes urgences. Donc après avoir stabilisé toutes les lésions, tout à l'heure on part avec elle pour le bloc opératoire pour l'intervention. Est-ce qu'on a déjà informé cette personne qu'elles seront amputées? C'est pas facile, mais on a quand même fait l'effort de dire qu'on va essayer de réparer certaines lésions. C'est pas évident. Voilà, mais on donne l'information quand même. Peu à peu, le calme revient dans les couloirs, même si le répit n'est jamais définitif. À chaque début de journée, l'ambiance est plutôt studieuse. Donc, il s'agit de Mme Brigitte, c'est une patiente âgée de 47 ans. Elle est ménagère. Elle est accompagnée par ses parents qui étaient litiers droit. Le professeur Oro et ses collaborateurs terminent leur staff. Moi, je ça. Bon, chef. Là, on sort de ce que vous appelez staff. Oui. C'est quoi l'objet de cette réunion-là? Bon, le staff, c'est une rencontre entre tout le personnel, les acteurs du service, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les surveillants. Chaque matin, du lundi au vendredi, on fait cette rencontre, se refaire le point des activités de la veille jusqu'à ce matin. Mais aux urgences, le calme est souvent de courte durée. S'il vous plaît. Bonjour. Regarde, il y a un brancard là-bas. Sortez le brancard. Vous voyez, monsieur. Ah, non, Tiako, il ne faut pas rentrer dans ça, déposer le malade. Toi, tu es médecin, tu ne rentres pas dans ça. Passé cet instant de polémique et de confusion, les équipes prennent la situation en main. Mettez-la sur le brancard. Ouais. Alors, on est devant, on va dire, une perte de connaissance d'installation brutale chez une jeune fille là, qui a priori n'a pas d'antécédent particulier. Donc, la première des choses, c'est de prendre les constantes. Avant de comprendre toute chose, il ne faut pas trop mobiliser le malade. Parce que si la tension, la perfusion cérébrale n'est pas bonne, que vous mobilisez le malade dans tous les sens, vous allez priver le cerveau de peu de sang qui arrive dans le cerveau. Donc il faut prendre la peine de tout comprendre d'abord. La précipitation ne sert à rien du tout. Et donc on peut considérer que la dame qui est posée par terre là, malgré cette bonne pratique, c'est pas de la négligence. Non, c'est pas de la négligence. Par définition, ce service fonctionne comme une zone de transit. Sauf exception, un patient ne devrait pas y rester plus de 24 heures. En médecine, aux urgences, n'est pas servi en premier celui qui est arrivé le premier. Vous pouvez arriver, une fois qu'on a pris vos constantes, s'il faut attendre 2 heures de temps, 3 heures de temps, pourquoi on s'occupe des malades graves? Mais vous allez attendre. Et malheureusement, c'est sur ça qu'on nous juge. Des urgences plus urgentes. Il y a des urgences plus urgentes. Ici, la salle de tri a même été transformée en salle d'observation à cause des travaux en cours dans le service. 2 malades y sont installés, dont 7 hommes, arrivés suite à un malaise. Puisqu'il a une insuffisance rénale, il a du mal à éliminer le trop plein de liquide. Voilà. Donc ça s'accumule et ça s'accumule dans les poumons. C'est comme une noyade en fait. Donc, il y a du liquide qui est dans le poumon. Et comme il n'arrive pas à éliminer, le liquide qui s'accumule dans le poumon empêche l'oxygène qui respire, qu'on prend dans l'air, de passer dans le sang. Cet oxygène est insuffisant. Et donc on est obligé de lui mettre l'oxygène à faute de vie et de faire la dialyse. On sent très mieux. Au début, quand je suis venu, je ne me suis plus calme. Elle souffrait. Ma respiration, le nerf, c'est tout. Je viens pour parler même, j'ai attendu. Si je parle un peu, je veux partir. Dans une autre salle, la femme victime de malaise et arrivée quelques minutes plus tôt est en observation avec le docteur Boidi. J'ai 24 dans tout ça. Comment est-ce qu'on s'en sort? Oui, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, mais ça demande beaucoup de psychologie, ça demande beaucoup de calme. Mais ça demande surtout, pour nous, c'est une sacerdoce. Voilà. Quand vous rentrez aux urgences,
Au départ, on a l'impression que tous ceux qui sont aux urgences deviennent un peu insensibles. On a l'impression que, non, ce n'est pas l'insensibilité, c'est parce qu'à force d'avoir le gros challenge, vous êtes obligé de vous surpasser. Même si vous avez pris en charge quelqu'un qui décède, vous avez mal, certes, mais il n'est pas seul. Donc, est-ce qu'il faut s'arrêter là? Il faut continuer. Donc, ça va vous pousser à être plus fort de la tête. Vous avez en charge 14 malades dans les cas très graves, souvent 15, 20, 30. Si un part, ça fait mal, mais est-ce que pour ce fait, il faut laisser les autres? C'est la question à se poser. Donc, pour nous, à chaque fois qu'il y a une situation de gravité, c'est des challenges. Ça veut dire que celui qui est parti, on fait le staff, on a vu ce matin, on réfléchit tous, et puis on fait en sorte que ça n'arrive pas pour une autre personne. Parce que nous, on vous soigne. Et puis vous payez après. On ne vous demande pas d'aller payer quelque chose à laquelle. En tout cas, tout ce qui est disponible au CHU de Cocody, que ce soit le laboratoire, les échographies, l'ECG, la biologie, les médicaments, est à disposition de l'usager. Alors que justement, c'est l'un des motifs des procès qui sont faits au corps médical quand on est dehors. En tout cas, nous sommes dans cette politique depuis 2018. On a été bien accompagnés pour l'ancienne direction, Dr Meïté, qui était à l'époque le directeur du CHU de Cocody. Et on est toujours accompagné dans cette stratégie par la nouvelle direction avec un renfort, des équipements, une meilleure compréhension du fonctionnement des urgences, une meilleure compréhension des exigences des services des urgences. Et après cet échange, nous tombons nez à nez avec un accompagnant avec qui nous vérifions cette nouvelle donne. Alors, ce qui se dit, c'est qu'ici aux urgences, lorsqu'on arrive, on ne demande pas d'argent à payer. Mais on soigne d'abord, maintenant c'est après, au moment de la sortie qu'on doit payer. Est-ce que c'est vrai pour vous? Oui, c'est vrai. Elle a été bien reçue, le malade a été traité correctement. Et maintenant qu'il doit être libéré, on peut maintenant relier ça. Et donc, lorsque vous êtes arrivé, on n'a pas demandé, on n'a rien exigé avant qu'il vous soit pris en charge? Non. Aucun fonds n'a été déduit avant qu'il ne soit traité. À la tête de l'établissement, la direction, conduite par Kofi Asséré, réitère le choix relatif au paiement post-traitement aux portes des urgences. La prise en charge doit être immédiate et intégrale. C'est après cette phase de prise en charge qu'on balance maintenant dans le post-paiement. C'est-à-dire, une fois que vous êtes rétabli, là, en ce moment, on peut réclamer le paiement de vos soins. Parce qu'il faut sauver la personne admise en urgence. Parce que 1 minute, 2 minutes, 3 minutes avant, si on traîne, la personne peut mourir. Lorsque la personne qui est reçue, prise en charge, n'a pas d'argent, on fait comment? Les problèmes de post-paiement, exiger qu'il paye s'il n'a pas l'argent, on met ça au compte des cas sociaux. Bon, ça, les gens laissent les cartes d'identité, ils laissent des choses, mais après ils ne reviennent plus. Ça devient des situations de déséquilibre financier, mais bon, on fait avec. Mais sur le terrain, cette politique se heurte parfois à des incompréhensions et à certaines habitudes bien ancrées. Malheureusement, les CHU sont devenus pratiquement des hôpitaux de premier contact. On fait tout. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu par exemple une coupure, une foulure au quartier, il vient directement au CHU. Bon. Ça aussi, je suis d'accord avec vous quand on parlait de communication. Quand vous allez refuser parce qu'il n'a pas un bulletin pour sa référence, ou bien pour son évacuation, très tôt, les réseaux sociaux prennent le relais pour dire qu'on est allé, on nous a refoulés, on ne nous a pas accueillis et tout ça. Mais bon, maintenant on fait avec tout ça. Voilà, on fait avec tout ça. Entre réformes, pression du terrain et attente des patients, le CHU de Cocody, à travers son service d'urgence, tente de se réinventer sans jamais perdre de vue sa mission. Et au cœur de ses vies à protéger en priorité, celle des plus vulnérables, les mères et leurs nouveau-nés. Elle va accoucher. Donc, tellement il m'a essayé de me demander pardon. Là, il voit que non, il sait notre numéro, il ne peut pas refuser. On a roulé en sens, elle fait jusqu'à
Dès qu'on est venu, on est allé à l'urgence, on nous a dit c'est pas là-bas, la maternité c'est public. Donc on est venu. Elle a accouché dans la voiture, propre. Grâce à bon Dieu, elle a accouché dans la voiture. C'est vrai? Oui. C'est comment? Ouais, elle a accouché dans la voiture. Ici. Bonjour. Les deux? Oui, les deux. Merci beaucoup. C'est vous qui êtes le mari de Pève aussi, c'est ça? Oui, oui. Quand on voit le monsieur, apparemment, c'est lui qui est le sauveur de votre femme? Oui, effectivement, parce qu'il y a eu 2 chauffeurs qui m'ont refusé en cours de route, bon, selon eux, et puis ils étaient dans leur droit, hein, parce que la loi leur interdit de prendre les femmes enceintes, et également ou soit les personnes malades. Donc vraiment, il a été mon sauveur. À l'intérieur, les équipes pédiatriques qui terminent leur staff suivent la situation de près. On a dépêché quelqu'un qui est en bas, qui est en salle d'accouchement, parce qu'il s'agit des jumeaux dont le deuxième est resté bloqué. Donc quand il y a des problèmes comme ça, il nous le réfère. Mais on aurait voulu que cette référence se fasse in utero, c'est-à-dire déjà on savait qu'il y avait des problèmes, on envoie la femme enceinte ici et puis on peut organiser la prise en charge. Mais un enfant qui reste bloqué comme ça, vous imaginez son devenir, même si on réussit à le sauver, les séquelles neurologiques seront immenses. Chez les nouveau-nés, les premières minutes, c'est vraiment c'est déterminant. Pas de douceur chronique, ni de... Un étage en dessous, nous rejoignons l'équipe médicale en charge des jumeaux. L'un des jumeaux se fait entendre. C'est lui qui était retenu en intra-utérin. Donc après la sortie, c'est un nouveau-né qui a des problèmes respiratoires. Et puis sur le plan neurologique, vu qu'il est resté longtemps par rapport à son jumeau, il a des troubles neurologiques. Donc il a des mouvements anormaux avec une détresse respiratoire. Donc on va l'admettre tout à l'heure en unité néonatale. Ils sont en train de préparer tout le matériel pour le recevoir. Donc en attendant, ils ont fait déjà les soins essentiels et puis on l'a mis sous oxygène après avoir pris sa glycémie. Son frère, en revanche, a eu plus de chance. Son frère, lui, il est bien. C'est juste qu'il est né dans ce qu'on appelle un contexte infectieux. Bon, il a juste une légère détresse respiratoire, mais qui n'est pas hypoxémiante. Mais vu qu'il est né, c'est-à-dire qu'il a des problèmes pour respirer, mais il n'a pas besoin d'oxygène. Parce que ce sont des nouveau-nés à terme. Mais vu qu'il est né dans un taxi et que le taxi n'est pas propre, donc on appelle ça un contexte infectieux. Est-ce qu'on peut dire que le statut de cas d'urgence, il n'est pas juste pour 2 heures, pour 3 heures, mais souvent il peut se prolonger? Oui. Parce que celui qui est là, pour le moment, il a l'air un peu stable, mais après, son état peut se dégrader. Actuellement, il est en train de faire des petites convulsions, mais après, il peut faire des convulsions qui ne vont même pas s'arrêter, malgré le traitement qu'on va administrer. La mère, de son côté, est dans un état stable selon les soignants. Après 6 heures d'observation, elle sera conduite en hospitalisation. Quand le jour s'achève, une autre équipe d'urgentistes débute au grand bloc des urgences en ce vendredi soir. Cardiopathie dilatée qui a un tableau d'Anazac, donc qui doit aller en épuration extra-rénale tout à l'heure. On a fini notre permanence, on rentre chez nous, donc on fait la passation aux médecins qui sont venus faire la garde, pour qu'ils soient au courant de chaque tableau, de chaque malade, qu'est-ce que chaque malade a, qu'est-ce qu'il faut surveiller pendant la garde pour qu'eux puissent continuer la prise en charge du malade. L'équipe qui prend le relais a du monde dans ses rangs, avec des étudiants qui prennent note et écoutent. Après la passation... Il est conscient? Oui, il est conscient. Nous, son service, ça c'est sur quelle base? Wilfried, 25 ans, prend les commandes du navire. Il y a besoin du téléphone de quelqu'un. Est-ce que ça passe en avant? Oui, ça passe. Une garde qui débute donc dans le calme avec essentiellement de la surveillance, des contrôles, tout d'une routine apparente.
puis à un moment de la nuit, tout s'enchaîne. Parce que là, déjà, elle est un peu affolée, donc il faudrait qu'on puisse quand même la rassurer avant de pouvoir lui annoncer, pour ne pas qu'elle ait une forte réaction. Est-ce que ça arrivait avant que justement ils arrivent? Oui, oui. Quand c'est comme ça, on dit qu'on est devant un cas d'arrivée décédée, qu'on abrège en fait. Voilà. On ne peut pas dire le sigle, sinon finalement toute la population va connaître, mais en tout cas, il y a un terme qu'on utilise pour ne pas qu'ils puissent comprendre. Voilà. Donc bon, on va la mettre dans la salle, et puis on va lui annoncer. Maintenant, si toi, tu as pris toutes les informations par rapport au papa. D'accord. Dans l'une des salles, une femme, venue accompagner son mari, s'inquiète, sans encore savoir que celui-ci est décédé. La maman n'avait pas me suivre, donc il faut laisser Naka prendre les informations ici, et puis tu vas venir, on va annoncer le décès là. Parce qu'il a trop duré. Comment venez? Laissez, venez. Faut laisser. Allons-y. Derrière cette porte, Wilfried et sa collègue lui annoncent la nouvelle. Et il lui faut choisir les mots. Donc papa déjà avec son asthme, il avait un problème à la respiration comme vous avez dit là. Maintenant la mousse que vous voyez qui est sortie par les narines là, nous on appelle ça OAP. C'est comme s'il y avait de l'eau dans les poumons. Donc c'est ça qui est ressorti par les narines comme ça. Non, mais alors les estime. Voilà. Donc là on est venu, on a vu papa. On prend les constantes, il n'est pas là. Les pupilles là, c'est dilaté. Ce sont les signes qui montrent que le patient est décédé depuis la maison. Il est décédé? Oui. Asseyez-vous, maman. Yako, maman. C'est pas toi, c'est pas ta faute. Non, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir, c'est pas ta faute même. Faut même pas te dire ça, mais c'est même pas toi. C'est pas toi. L'annonce est faite, la douleur s'installe. Mais pour les soignants, pas le temps de s'arrêter. Sofo, viens. C'est bon? C'est bon. Ils vont venir lundi pour prendre leur certificat de décès. Là. Maintenant, ça, c'est le patient qui était en chirurgie, qui vient d'arriver là. C'était pour voir, comme on avait dit que probablement sa visite n'avait pas été faite là. Voilà. Ok. Maintenant, les papiers devant l'ambulance là. Il faut rester focus. Normalement, tout médecin qui est capable d'annoncer un décès doit savoir, qui est censé diagnostiquer une pathologie, doit aussi savoir annoncer un décès. Ça fait partie de notre formation. Mais... dans ma famille, il y a pas mal de médecins, 5 médecins. Donc, en les voyant, j'ai voulu faire comme eux aussi. C'est vrai que quand j'étais au lycée, c'était l'un des domaines dans lesquels je voudrais exercer. Donc, après le bac, ça m'a beaucoup plus intéressé. Peut-être avec l'influence des parents. Je me suis lancé et j'ai vu que ça me plaisait beaucoup. Et voilà, j'ai pu faire ce parcours-là avec amour.